Madame Vergiat, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation. J'ai envie de vous dire d'abord toutes mes félicitations. Vous revenez au Parlement européen pour un deuxième mandat. Oui, tout à fait. Alors, ce que je retiens de vous, c'est que vous êtes une députée européenne qui ne mâche pas ses mots. J'aimerais une réaction de votre part à chaud, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, se trouve au sein même du Parlement européen le ministre turc aux affaires européennes. Alors, quelle est sa position vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie ? Alors, le ministre des Affaires européennes turc était venu pour parler du rapport de suivi de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais c'est vrai que ce matin, nous avons été plusieurs à lui poser la question sur la situation en Syrie et tout particulièrement sur l'urgence à Kobané. Je trouve que les réponses qu'il nous a faites ne sont pas satisfaisantes. Il nous a répondu essentiellement humanitaire. C'est vrai que la Turquie a fait un énorme effort pour accueillir des réfugiés irakiens et syriens. Nul ne le conteste, mais on est un peu plus perturbé par sa position concernant la Syrie. Daesh en Syrie et Kobané tout particulièrement. On sait que ce sont les combattants kurdes qui sont à Kobané et qui protègent la population civile de Kobané. Et on sait aussi que la Turquie refuse l'entrée sur le territoire de Syrie des Kurdes de Turquie. On sait que les Kurdes de Turquie et les Kurdes de Syrie sont très liés. Et il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a encore plus d'ambiguïté après que M. Erdogan, le week-end dernier, a expliqué que le PKK et l'État islamique étaient la même chose. Ce sont des organisations terroristes, point final. Nous sortons aussi d'une audition avec le représentant du comité contre le terrorisme de l'ONU. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous a dit. Il nous a dit exactement que Daesh était une organisation terroriste un peu d'un nouveau genre. Alors, il semble que les choses ne sont pas claires. Est-ce qu'il le sent au Parlement européen? Quelle est la position officielle du Parlement européen par rapport à Daesh ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'État islamique en Syrie? Concernant Daesh, je trouve que la position est à peu près unanime. Tout le monde dit c'est une organisation terroriste, il y a violation des droits, massacre de population, j'allais dire un peu tous azimuts, parce qu'on parle dans cette maison beaucoup des chrétiens, mais il n'y a pas que les chrétiens qui se font massacrer, il y a d'autres minorités, les Turkmènes, les Yézidis, les chiites, mais aussi les sunnites, une partie des sunnites. Les sunnites qui ne sont pas d'accord avec la ligne intégriste, je dirais, pour faire court, de Daesh, se font eux aussi massacrer. Donc on a tous intérêt à se rassembler pour lutter contre Daesh et les dangers que représente sa progression, tant en Irak qu'en Syrie. Alors maintenant, c'est la manière d'intervenir voilà, tout à fait. Pour lutter contre Daesh qui un petit peu divise les grands groupes et tous les groupes parlementaires au sein même du Parlement européen. Maintenant, revenons à votre groupe et à vous singulièrement, Madame Vergiat. Vous refusez l'intervention militaire de la coalition internationale, donc à Kobani. Pourquoi ? J'ai envie de dire, si nous en sommes là aujourd'hui en Syrie et en Irak, c'est justement parce que les pays dits occidentaux se sont peut-être un peu trop mêlés des affaires de cette région. On peut parler de l'intervention en Irak, on peut aussi revenir plus longtemps en arrière avec l'intervention au Koweït. Depuis le début des années 90, il y a une trop grande intervention militaire des pays occidentaux dans cette région du monde quand ça les arrange, en fonction de leurs petits intérêts géostratégiques, politiques, économiques, diplomatiques, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est insupportable. Parce que cette façon-là d'intervenir dresse les peuples les uns contre les autres. Et moi, je suis contre ça. Je suis contre pour que les peuples décident eux-mêmes. C'est pour ça que je suis favorable à tout ce qui va en faveur de la démocratie. C'est pour ça que je lutte contre tous les dictateurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quand les droits les plus élémentaires en matière de démocratie ne sont pas respectés dans un pays. Mais les pays occidentaux interviennent en fonction de ce qui les arrange en la matière, parce qu'on est intervenu
en Irak, on est intervenu en Libye et la Tunisie, on n'est jamais intervenu. Et on pourrait citer nombre de pays dans lesquels on n'est pas intervenu alors qu'il y a des dictatures qui sévissent depuis de très nombreuses années. Donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des pays occidentaux et l'exemple tant de l'Irak que la Libye d'ailleurs montre bien que ces interventions militaires ne servent à rien. Elles servent au contraire à désagréger un peu plus les situations de ces pays. Donc qu'on utilise tous les moyens diplomatiques, économiques pour faire pression sur ces dictatures, au lieu de les utiliser en fonction d'intérêts à plus ou moins court ou long terme. Et qu'on n'intervienne pas militairement. Les Occidentaux n'ont rien à faire avec leurs armées dans cette région du monde, qu'on laisse les peuples libres de décider de ce dont ils ont envie. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à Kobani alors aujourd'hui? À Kobani, je dis, demandons, c'est ce que j'ai demandé, demandons à la Turquie d'ouvrir ses frontières et de laisser les combattants kurdes, ils veulent venir se battre aux côtés de leurs frères, comme ils disent, laissons-les venir combattre auprès de leurs frères. Et on pourrait dénoncer aussi, vous parliez de deux poids, deux mesures, le deux poids, deux mesures entre l'Irak et la Syrie. On a livré des armes aux Kurdes de Syrie, d'Irak, on ne veut pas faire la même chose avec les Kurdes de Syrie. Il y a une vraie hypocrisie et pour moi ça c'est insupportable. Ce deux poids, deux mesures est insupportable, c'est lié à l'histoire des pays. Et je redis, Daesh n'est pas né de nulle part. Il y a un certain nombre de gens qui ont joué avec le feu. Ils ont voulu financer un certain nombre de mouvements religieux sur une ligne dure. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un résultat qui échappe aux mains de tout le monde, ou presque, parce qu'il y a encore des financements de Daesh qui mériteraient d'être éclaircis. Vous serez d'accord alors, par exemple, avec ceux qui disent que Kobani est une conspiration pour une intervention militaire en Syrie? Non, je dirais pas ça. Je pense que Kobani aujourd'hui c'est un symbole. C'est un symbole de résistance d'une population. Je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise en la matière. Il y a des milliers de personnes qui ont fui Kobani. Il reste dans cette ville les gens qui n'ont pas pu fuir pour l'essentiel, beaucoup de personnes âgées et les combattants. Les combattants, ils protègent les populations qui sont restées, quelles que soient leurs origines socioculturelles. J'aime mieux dire ça comme ça, moi, plutôt que de classer les gens en fonction de leur appartenance religieuse. Et je crois qu'il faut tout faire pour leur permettre de mener cette lutte. Et avec les populations qui sont prêtes à les aider sur place, sans en rajouter en la matière. Vous n'avez pas le sentiment que Daesh profite et sert plutôt les intérêts et les objectifs de Bachar el-Assad? Elle travaille, j'allais dire, Daesh travaille pour Bachar el-Assad, on n'en parle plus. Bon, je ne sais pas s'il travaille pour, en tout cas il ne travaille pas contre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'entend plus non plus beaucoup parler de l'opposition démocratique à Bachar el-Assad et que tous ceux qui ont effectivement fait émerger, tenté de faire un printemps arabe en Syrie sont un peu les oubliés de l'histoire en ce moment. Et ça me paraît particulièrement dommage parce que je pense que la solution politique qu'on peut trouver en Syrie, elle passe par eux. Mmh. Vous pensez qu'encore une fois, l'Union européenne a raté le coche quand beaucoup, d'ailleurs, au niveau du Parlement européen, beaucoup de groupes parlementaires, mais aussi singulièrement des députés européens qui appelaient, tout au début donc, de la crise en Syrie, qui appelaient à une intervention pour mettre fin à la barbarie, entre guillemets, que perpétrait le régime de Bachar sur les populations civiles. Bien sûr, vous savez que je suis beaucoup intervenue sur la question tunisienne avant la chute de Ben Ali. Je pense que la situation est la même chose, pour ça que je disais tout à l'heure, les dictateurs, quels qu'ils soient, l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont des moyens de faire pression sur les gouvernements. Or, ils ne les utilisent
pas ou peu, en fonction de leurs intérêts stratégiques, et notamment des intérêts stratégiques des États membres. Parce que très souvent, la politique étrangère de l'Union européenne est bloquée par des petits intérêts nationaux qui empêchent toute politique réelle en matière d'affaires étrangères. Le Parlement européen pousse, je ne suis pas toujours d'accord avec la ligne dans laquelle le Parlement européen pousse, mais là on avait effectivement une occasion de faire quelque chose, de montrer clairement le soutien au peuple syrien, ce qui n'a pas été fait et ce qui n'a pas été fait ailleurs. On pourrait parler du Bahreïn, en Libye l'intervention a été catastrophique. Et j'espère, puisqu'il y a des élections la semaine prochaine en Tunisie, que le processus enclenché en Tunisie pourra être un processus modèle pour d'autres pays, pour qu'on arrête d'exploiter ce sentiment anti-musulman en Europe qui m'insupporte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les peuples de toute cette région du monde. Je pense qu'on a beaucoup à faire, à apprendre les uns des autres, que c'est une richesse et qu'on est dans des caricatures en ce moment qui sont insupportables. Vous évoquiez à l'instant les intérêts d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui ne semblent pas coïncider avec la politique étrangère de l'Union européenne, si politique étrangère commune il y a. Mais au fond, qu'est-ce qui arrange l'Union européenne? Que Bachar el-Assad se maintienne en Syrie ou que apporter main forte aux Kurdes, mais aussi à tous les citoyens syriens qui n'aspirent à rien d'autre qu'à davantage de liberté et de démocratie dans ce pays? L'Union européenne devrait être d'abord et avant tout préoccupée de ça. C'est vrai que quand on regarde pourquoi la position n'est pas la même sur l'Irak et sur la Syrie, c'est un peu ça qui est en question. En Irak, on a eu l'accord du gouvernement irakien de ce qu'il en reste avec toutes les difficultés qu'il y a en Irak, alors qu'en Syrie, officiellement, les autorités publiques, c'est toujours les mêmes. On hésite sur le regard que l'on a à avoir au niveau du droit international. Moi, je pense effectivement que on n'utilise pas les armes au sens figuré du terme, qu'il faudrait, et qu'effectivement on a trop tardé pour intervenir en Syrie, pour intervenir politiquement, diplomatiquement, et il y avait moyen de le faire. Aujourd'hui on est dans une situation où on se demande effectivement, et je crois que beaucoup de gens se demandent d'ailleurs, qu'il faut soutenir, comment il faut soutenir. Il y a un monstre qui a surgi et plus personne ne sait trop comment faire pour le combattre. Espérons que cette crise permettra aux uns et aux autres de travailler autrement dans cette région du monde, plutôt qu'en utilisant les intérêts des uns et des autres, des intérêts des uns et des autres ici et des intérêts des uns et des autres là-bas. Vous pensez qu'il y a des choses qui se font, j'allais dire, un peu très loin des médias? Par exemple, dit-on, donc certains observateurs, certains experts disent, sans pour autant affirmer, que, au fond, la Turquie, par exemple, est en train d'aider la coalition internationale pour ses frappes militaires contre Daesh. Alors, j'allais dire, pourquoi tout haut, non, et en dessous de la table, oui? Parce que la Turquie a toujours comme objectif, elle l'a toujours dit, de faire tomber le régime syrien. Mais en même temps, elle est piégée, je dirais, d'une certaine façon, par la question kurde. Elle a extrêmement peur que ce qui se passe en Syrie fasse tache d'huile sur ce qui pourrait advenir en Turquie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en la matière. Donc je pense qu'il y a ce double jeu permanent. Et moi, je suis très interrogative sur la volonté réelle
M. Erdogan, du président Erdogan maintenant, de régler véritablement la question kurde en Turquie. Je crains qu'il y ait... Tout cela à cause du PKK, donc ce mouvement kurde qui est considéré, en tout cas par le gouvernement turc, comme une organisation terroriste, et donc ces Kurdes aussi qui veulent, je ne sais pas, une certaine autonomie ou même une indépendance, dans le but, il faut le dire, de mettre en place un jour un État du Kurdistan, donc qui va rassembler tous les Kurdes de cette région du monde. Je pense les Kurdes sont un peuple oublié de l'histoire. La situation au Kurdistan, c'est une situation qui remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale. On avait promis aux Kurdes un État au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les Kurdes ont été partagés entre 4 États. Depuis, il y a des histoires de ces différentes populations kurdes. Il y a des histoires communes, il y a des histoires qui sont un peu plus séparées. Je pense que la demande aujourd'hui est plus une demande d'autonomie dans les pays concernés que véritablement une demande d'un État kurde. Que la revendication ressurgisse, c'est possible. La Turquie estime que c'est probable et craint le pire en la matière. Il ne faut pas oublier que les Kurdes, c'est 20% de la population qui vit en Turquie. Tout à fait. Donc ce n'est pas négligeable. Et la Turquie est un grand pays en plus. Donc c'est une question qui pèse lourd. Et il y a des enjeux électoraux à court terme. Il va y avoir des élections législatives prochainement en Turquie. Qui vont il y a un décider... espoir là, vous pensez? Je ne sais pas, là encore, la façon... si la Turquie ne bouge pas le processus électoral, je pense que les minorités auront du mal à pouvoir s'exprimer en Turquie, et notamment la minorité kurde. En même temps, ça les pousse à faire des alliances avec un certain nombre de gens, ce qui n'est pas sans intérêt, puisque le mouvement kurde aujourd'hui est un mouvement qui rassemble beaucoup de minorités, notamment les Yézidis, les Alévis et d'autres, parce qu'il y a un problème sur les droits des minorités en Turquie qui est lié à l'histoire turque. Avant d'aller encore très loin dans l'histoire, revenons un petit peu au présent, à cette tragédie donc, que nous regardons pratiquement sans rien faire, qui se passe donc en Syrie et qui a pris son origine par rapport à ce soulèvement populaire, comme je le disais tout à l'heure, qui ne voulait rien d'autre que la démocratie. Maintenant, ma dernière question, Madame Vergiat, qui a la clé donc pour résoudre cette tragédie, que ce soit en Syrie, parce que toutes les choses sont liées dans cette région du monde, qui a la clé? L'Union européenne, la communauté internationale, les Syriens eux-mêmes, la Ligue arabe, les pays arabes et les pays du voisinage. Je pense à Israël, je pense à l'Iran. D'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Beaucoup de gens ont les clés entre les mains, je crois, en la matière. Il paraît qu'il y a une grande coalition internationale. J'aimerais que cette coalition internationale ne soit pas juste sur le papier et qu'elle aide véritablement les populations qui sont les plus concernées. Je pense que ce qui se passe à Kobané est effectivement une tragédie, c'est un symbole. C'est un symbole, on ne peut pas laisser faire ça. Un de mes collègues ce matin parlait d'un nouveau Srebrenica. On a laissé faire les massacres en Yougoslavie en fermant les yeux. Il ne faut pas faire la même chose en Syrie. L'Union européenne a un certain nombre de possibilités d'agir, y compris en dialoguant avec le maximum de gens. Et moi, je condamne et je combats les va-t-en-guerre, y compris quand ils sont français. Christine Vergiat, merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Merci à vous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr.